et je vous souhaite la bienvenue. Mon nom est Robert Fournier de l'Université Carleton ici. Je vous souhaite la bienvenue à cette séance qui portera sur les périls et possibilités de la révolution numérique. Vous avez peut-être été frappé, comme moi, de voir la place importante qu'occupent les études africaines francophones à ce congrès pan-canadien. À preuve, plusieurs sessions seront tenues uniquement et totalement en français, comme la nôtre ici aujourd'hui. Ce qui donne à l'atmosphère ici, résolument anglophone de Carleton, quelque chose d'un petit peu rafraîchissant, ou je ne sais pas comment trop le dire, quelque chose d'humanisme. Je suis un grand défenseur du bilinguisme, même si je parle toujours français. Bonjour, monsieur. Et sans plus tarder, Louise-Marie Panzou étant absente, je vais inviter Bangri Yamba Pitroipa. J'ai toujours le mauvais. Je vais inviter Marion Frogère et Jema Maouzi. Excusez ma prononciation déficiente. Marion Frogère est à l'Université de Montréal au département d'Histoire de l'art et cinéma, alors que Jema est post-doctorante à l'île 3. L'île 3, sans apostrophe après elle, évidemment. Merci. Mais des fois, c'est une île. Hein. Mais oui, c'est vrai. Donc, Marion Frogère et Jema Maouzi vont... Mazouzi. Pardon? Mazouzi. Mazouzi. Oui, c'est bien écrit en plus. Il y a plein de coquilles sur la copie qu'on m'a remise, excusez-moi. Et j'en fais aussi. Leur présentation portera sur parodie et discours politiques dans les web-films sur le sport algérien. Encore un dernier mot, comme il est de coutume, comme il est de tradition, les présentations ont une durée de 20 minutes et les commentaires et questions 10 minutes, comme ça, puisque nous avons 4 présentations. Mais on va peut-être gagner un petit peu de temps par l'absence de Louise. Il y a une session qui suit, Lionel, juste après, donc on fera un petit peu attention. Hein. C'est parti. Ça va, je suis dans les fils. Merci à vous d'être venus nous écouter. Alors, nous sommes Jema et moi, nous travaillons depuis quelques années sur les webfilms, toutes sortes de webfilms, et pas forcément sur les webfilms algériens portant sur le sport et la politique. Mais nous avons fait le choix aujourd'hui de vous parler de ces objets-là. On a un peu changé notre titre. Qui s'appelle maintenant Sport et politique algérienne à travers les mèmes. Bon, un peu plus joli surtout, mais il est aussi un peu plus ciblé sur notre sujet. Et nous avons fait un petit clin d'œil, puisqu'il va surtout être question des webfilms parodiques engendrés par un événement de 2009 dont vous avez peut-être eu vent, qui était l'affrontement entre les deux équipes nationales de l'Égypte et de l'Algérie pour les qualifications du mondial en Afrique du Sud, donc l'année suivante, si je ne m'abuse. En 2010. En 2010. Donc, bien sûr, sport et politique, football et politique, c'est vraiment quelque chose qui est très connu. Les études sur le lien entre le sport et la politique cumulent. Nous pouvons en témoigner, Jema et moi, nous avons prouvé des références bibliographiques sur ces questions-là. Mais nous avons quand même isolé au moins trois rapports, 3 liens qui nous intéressent plus particulièrement, du lien entre sport et politique, notamment entre football et politique. Le premier relève des enjeux locaux et insiste en fait sur le fort investissement ou la fonction de sublimation, comme nous dit ici Olivier Lenoé, que joue le football dans les communautés locales, donc l'investissement des supporters, mais aussi des habitants d'une petite ville, d'une petite communauté, autour de leur équipe de football. Et nous avons donc choisi ici de vous donner au moins cette citation, parce que ce n'est pas le sujet de notre communication, mais pour vous situer en tout cas les enjeux d'investissement communautaire qu'il y a dans les équipes. Donc on voit la communauté locale dont le socle peut être socioculturel, religieux ou ethnique et qui entre ainsi en concurrence. Donc dans cette citation, j'ai souligné les mots forte adhésion et à une équipe forte adhésion en fait
à l'équipe qui renvoie à l'adhésion à la communauté qui existe, mais aussi création d'un collectif sui generis, justement l'équipe de football, qui va représenter une équipe, je dirais, imaginaire, en tout cas une communauté imaginaire, capable de nous redonner à ses supporters le sentiment de pouvoir peser sur un devenir transfiguré par le jeu sportif, un pouvoir bien sûr qui n'est pas forcément acquis par ses membres de la communauté. Donc ça c'est l'enjeu local. Le deuxième enjeu, Gemma. Alors, justement, la construction du nationalisme par le foot, c'est l'une des plus efficaces, ou on pourrait même dire, pour le cas algérien, c'est assez exemplaire, la plus efficace des médiations. Pour le cas de l'Algérie, justement, c'est intéressant parce que le football et le nationalisme sont liés aussi à l'anticolonialisme. Rappelons que l'équipe algérienne existe avant l'État algérien, l'équipe de foot existe avant. Pour l'anecdote, mais c'est plus qu'une anecdote parce que ça va faire la force diplomatique du FLN, en avril 58, à la veille de la Coupe du Monde de football qui doit se tenir en Suède, quelques semaines plus tard, des joueurs algériens membres de l'équipe nationale française quittent la France pour Tunis, rejoignent le gouvernement provisoire algérien. Alors là, en fait, au moment où la guerre d'Algérie est loin d'être gagnée, donc c'est en pleine bataille d'Alger, et au moment, effectivement, où le FLN, qui n'abandonne pas le terrain militaire, mais qui le perd beaucoup, choisit aussi d'amplifier son travail diplomatique. En 1957, donc, le FLN avait décidé de mettre en place une équipe nationale. Et donc, cette idée, en fait, de mettre en avant une équipe nationale va permettre une grande visibilité, finalement, de la cause des nationalistes. Et donc, avant même l'indépendance algérienne. Alors ça, c'était important à rappeler, puisque le nationalisme qui se cimente, justement, à travers, et qui nourrit de toute façon la guerre d'indépendance, va continuer à avoir, à avoir ces symboles forts dans le football, dans ce sport-là, dans l'équipe nationale en particulier, lorsqu'il s'agit du grand rendez-vous du mondial par exemple, mais aussi une très très grande importance dans l'investissement qu'en fait le pouvoir pendant de très 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 nombreuses années. Au quotidien, en tout cas tous les vendredis, il y a un match de football partout dans les petites localités. Alors, nationalisme qui donc s'enracine dans les luttes, post-coloniales et qui débouche sur la notion d'internationalisation, c'est-à-dire qu'est-ce que la présence des équipes qui nous intéressent, par exemple, donc l'équipe algérienne, des équipes issues des anciennes colonies sur la scène internationale implique, finalement, cela contribue à l'essor de l'internationalisme qui devient un lieu d'expression de la puissance ou un instrument du soft power, c'est-à-dire ça leur permet d'investir un théâtre où ce n'est pas la puissance militaire qui importe, ce n'est pas la puissance économique, ce n'est même pas forcément la puissance culturelle, mais c'est la puissance que donne le fait d'avoir une équipe de football, de pouvoir participer à des instances internationales que sont la FIFA, que sont l'Olympisme, et qu'il y a là aussi, effectivement, c'est quelque chose qui se joue de ce point de vue, qui est très important. Le seul problème, c'est que, surtout dans le cas qui va nous occuper, c'est que cette présence et ce déploiement du soft power implique ce qu'on appelle les règles du jeu, c'est-à-dire la culture du consensus qu'il véhicule, et donc une violence canalisée et maîtrisée, un fair play sportif, exactement, tout ce qu'a aussi décrit Elias, bien sûr, dans le livre sur sport et civilisation. Et c'était des choses qui étaient très importantes, et dans le cas qui nous occupe, effectivement, dans le cadre de l'affrontement qui a eu lieu entre les supporters algérois d'Algérie et les supporters égyptiens, il y a eu évidemment manquement à ce principe. En fait, la violence qui se déchaîne retourne finalement en impuissance ce qui avait été acquis comme soft power. C'est-à-dire que le fait d'être dans la violence va retourner complètement ce qui avait été acquis sur la scène du soft power. Vas-y, Gemma. Alors en fait, oui. Alors, décrire ces matchs. Un petit rappel des faits, effectivement. Tout a commencé quelques semaines après le match aller entre les équipes algériennes et égyptiennes qui a lieu à Blida le 7 juin 2009.
Ça, c'est pour parvenir, en fait, pour les éliminatoires, en fait, pour le Mondial 2010 en Afrique du Sud. Et qui s'est terminé, ce match-là, à Blida, s'est terminé par la victoire de l'Algérie. Le match, donc, qui doit se tenir en Égypte le 14 novembre, est alors précédé d'une escalade extrêmement violente, mais qui vient d'abord des médias. Parce que chaque équipe, effectivement, va, en tout cas tous les supporters des deux camps, vont essayer de faire monter effectivement la pression pour galvaniser finalement les futurs joueurs et leur donner justement la force peut-être de vaincre. Mais ce qui se passe là, c'est que à la veille du match, donc l'équipe nationale algérienne arrive au Caire et elle est malmené au sortir de l'aéroport, l'autobus est malmené, il est pris à partie par des supporters, et donc il y a des joueurs qui sont agressés, et puis ça va très très mal. Les informations parviennent bon an mal an à Alger, le web s'emballe, les médias algériens s'emballent, mais les médias égyptiens étaient déjà emballés, et donc il y a une espèce de surenchère dans les déclarations. Et il y a même un journal algérien qui va déclarer comme si c'était vrai qu'un supporter est mort, a été tué par des Égyptiens. Et donc les Algériens donc, vont s'offusquer du fait que les autorités égyptiennes n'aient pas respecté leur rôle d'hôte en accueillant et en protégeant justement cette équipe nationale algérienne, alors que justement leur équipe joue à domicile. Et d'un autre côté, les Algériens vont s'offusquer du fait que les autorités algériennes elles-mêmes n'interviennent pas pour dire pourquoi vous auriez dû faire ce que vous auriez dû faire pour pas que cette attaque ait lieu. Donc, surenchère des deux côtés, mais quand même il y a une agression et le match se joue quand même. La FIFA décide que le match va quand même avoir lieu. Et là, il y a toutes sortes de débordements aux abords du stade. Certains supporters sont pris à partie, etc. Ils sont même tabassés. Et à Alger, il y a une grande impuissance en fait que consomment les supporters sur place qui n'ont pas été en Égypte. Et là, on imagine un petit peu l'espèce d'escalade très violente, verbale, mais qui commence à être physique. Et en fait, ce qui se passe aussi, c'est que le match donc perdu par les Algériens, comme ils avaient gagné un match avant, hop, il faut un troisième match. Or, le troisième match s'avère impossible à tenir en Algérie. Comment pourraient venir des Égyptiens en Algérie? C'est pas possible, puisqu'après l'attaque qui a eu lieu, et l'impuissance justement des Algériens, des supporters qui voyaient à travers justement les médias et notamment le médium web, ce qui se passait par le biais d'images qui ont circulé sur des exactions, etc., eh bien la vengeance commence à se fomenter de la part des Algériens, et donc se prépare la bataille imaginaire de Khartoum. Alors le journaliste Yassine Temlali va raconter très longuement dans un article dans Bab el-Med tout le déroulé finalement de cette préparation à la bataille de Khartoum. Et il fallait absolument évidemment démoraliser l'ennemi, mais il fallait surtout effectivement faire recourir à l'Algérie sa dignité nationale. Et donc en 2 jours, c'est-à-dire vous imaginez que le match qui se déroule au Caire et qui a été perdu par l'Algérie se passe le 14 novembre. Le prochain match qui se décide à Khartoum, qui se décide donc au Soudan, aura lieu le 18 novembre. Donc il y a 4 jours pour préparer une revanche. Et là, le gouvernement algérien va se surpasser. Il va transporter à Khartoum, à prix réduit, 3 fois plus de supporters que des soldats en 1973 pour aider l'Égypte dans sa guerre contre Israël. Le gouvernement égyptien, lui, n'a absolument pas divisé les prix du billet pour Khartoum. Gamel Moubarak, le fils du président de feu, l'ex-président, est tout à fait désintéressé en fait. Il doit assister au match et lorsqu'il va justement aller au match, seuls les supporters qui vont avoir l'argent pour payer le billet de l'Égypte jusqu'au Soudan le feront. Donc, autant dire que les Algériens arrivent en masse au Soudan. Alors, il gagne la bataille, soutenu en cela par tout le web algérien, alors un web algérien qui est bruissant, affolé de cet événement, et on a simplement mis en 3 mots ce qui se passe sur le web. On galvanise bien sûr les supporters à l'aide de clips divers, de photos, de chansons, d'émissions qui circulent sur le web, bien sûr d'articles. On dénonce les violences des Égyptiens et on produit moult parodies, détournements
dans l'esprit du média numérique. Alors simplement, bon, on a obtenu un petit peu un peu de couleur. Ça, couleur sur Internet avec ce défait. C'est vraiment impressionnant parce qu'il y a vraiment un soutien populaire et qui investit le média populaire qui est effectivement le web avec tous ces produits qui circulent ici. Et ce qu'il se passe, c'est que ce match qui finalement est gagné par les Algériens a quand même exacerbé le sentiment nationaliste et en même temps a montré finalement l'impuissance des États à gérer des enjeux aussi importants. Et nous, on a été donc attirés par deux web-films qui étaient plutôt parodiques, plutôt que soutenants, mais tout en étant très respectueux des supporters, mais plutôt parodiques et surtout critiques du pouvoir. Donc c'est là qu'arrive la question du politique. Comment peut-on être critique du pouvoir en utilisant justement le web-film, le mème, ce qu'on appelle le mème, dont je vous ai donné ici la définition, c'est-à-dire un objet de contenu, un élément de contenu repris, décliné et détourné de façon massive sur Internet et qui souvent est un film populaire, un blockbuster, une scène de film très connue. Alors les deux qui nous ont intéressés, souvent les analystes, vous voyez, comme Olivier de Bouvet, disent « Oh, c'est simplement pour faire sourire, pour susciter la connivence ou le sentiment entre initiés », mais en fait, pas du tout. C'est aussi l'expression, plus que l'expression d'un sentiment, c'est ici, comme on va le vérifier, un véritable média politique. Comment cela peut-il se faire que cette reprise, par exemple, de La Chute, le film qui relate la chute d'Hitler, qui a été une sorte d'événement mondial, puisse être, plus qu'une simple parodie, puisse être une critique politique. Ici, en fait, c'est Gemma qui va nous raconter ce qui se peut être. Je vais vous faire en fond, je vais vous passer en fond quand même, pendant qu'elle passe, ça me ferait économiser un peu de temps. En fait, c'est en arabe, donc peut-être que vous ne comprenez pas, donc du coup, je peux parler français. Qui sait, effectivement. Alors effectivement, ici, donc La Chute, c'est un film singulier qui a été très critiqué puisqu'il a été vu par les détracteurs les plus virulents comme le film qui a humanisé Hitler, en le faisant potomine grimaçante et en lui ôtant indirectement toute l'horreur dont il s'est rendu responsable. Le deuxième film, vous allez le voir tout à l'heure, juste après, on va essayer de vous le passer le deuxième quand même, c'est une scène du Titanic. Alors le Titanic, film culte, qui est une tragédie et d'histoire d'une fin annoncée dès le titre. Donc en fait, il s'agit de deux scènes narratives de nature très éloignée. Donc on a choisi ces deux web-films. Le hasard fait que, c'est pas le hasard, c'est le même posteur qui a fait les deux vidéos et qui s'est spécialisé dans des centaines en fait de doublages et de détournements du même type avec des films cultes comme ceux-là. Donc ce sont deux scènes de nature très éloignées, mais qui arrivent chacune à montrer la vacuité d'un système d'autorité. Alors, politique ou gouvernemental, ou un système qui tient le gouvernail du bateau. Et son impuissance, un décalage. Donc c'est le plan de match pour le plan de match pour le match. Alors le plan de match pour le match, comment est-ce qu'on va intervenir pour le match barrage, et quelles sont les stratégies. Et donc il insulte évidemment ses troupes puisqu'ils savent tous que c'est pas la peine, que tout le monde va perdre. Mais en même temps, vous voyez qu'il a la voix de Bouteflika, un petit peu. Alors attends, je termine ça. Donc une situation objective implacable et une défaite annoncée. Bon, alors allons-y. Oui. Il est cool. C'est comment le film? Il est peut-être sur ton bureau. Bon, on a la musique. Ah non. Ah, il est là. Ça, baisse ton truc. Ah ben voilà. Ce sont les jeunes qui partent au Soudan pour supporter l'équipe nationale. En arabe de l'eau. Toujours en arabe, oui. En arabe, avec les accents, ils ont un accent de jeunes Algérois, en fait. Avec le bagou et la gouaille des jeunes de la rue, en fait. Il dit qu'il vient de Harrach, un quartier populaire aussi d'Alger. Et là, il lui dit on monte en haut parce que là, et voilà ce qu'il écrit là. Donc le fameux 1, 2, 3, viva l'Algérie.
Et le bateau s'en va, voilà. Voilà, le bateau s'en va. Peut-être vous montrer la fin, comment ça se termine. Vous savez comment se termine le Titanic. Mais vous voyez que... Tu vois avant tu peux pas... Si, regarde. Ouais. Voilà, arrête-le là, voilà. Donc, alors, vous voyez la synchronisation avec une musique tout à fait locale, avec la cornemuse irlandaise, ça marche bien. Voilà, en fait, donc le bateau va couler, l'iceberg a... Bon, les gens continuent à danser, et donc on cherche la sécurité, il dit une grosse vulgarité qui est bipée, et donc... donc on a presque fini. Hein. Voilà. Donc, qui poste, alors bon, Gemma vous en a un peu parlé de ce personnage-là, ce qu'il faut savoir, la chose sur laquelle je voudrais insister quand même, c'est que à la fois, on a d'une part une jeunesse qui investit beaucoup le football parce qu'il y a aussi une jeunesse un peu perdue, on va dire ça rapidement. Gemma, tu auras le meilleur mot tout à l'heure peut-être pour les... Peut-être si on discute, on pourra dire. Mais qui, dans les films, à travers l'identification à deux caprios, présente une bonne image du groupe des jeunes. C'est-à-dire qu'il y a à la fois d'un côté des jeunes qui sont désœuvrés et au point d'en venir aux mal et aux violences à propos de foot, et en même temps, dans les films qui parodient la critique, maintiennent quand même une bonne image de groupe à travers cette parodie, en utilisant justement des figures très positives comme objet d'identification, comme support d'identification. Du coup, et on va finir là-dessus, justement, parce que je pense qu'on a beaucoup de temps, hein, c'est ça. Il nous a paru deux choses très importantes ici, c'est que l'utilisation de ce langage web, de ce mème, n'est pas anodine, notamment sur cette question du rapport entre sport et politique, puisqu'elle introduit la notion de globalisation. D'abord, la globalisation, elle intervient dès la reprise elle-même de la chute ou du Titanic, qui est un produit de la culture mondialisée. Donc on va chercher dans cette reprise-là quelque chose qui vient de la globalisation. Mais la critique elle-même repose sur un topos démocratique, la dénonciation du pouvoir autocrate pour la chute et par le même coup du nationalisme d'État, et en dialogue direct et immédiat avec finalement tous les autres discours utilisant le même dans d'autres contextes, parce que la chute a été utilisée au Québec, a été utilisée en France, a été utilisée pour dénoncer Sarkozy, pour dénoncer Landry, pour dénoncer Bush, pour dénoncer tout discours politique de critique sur le pouvoir autocratique a utilisé ce véhicule-là pour se diffuser largement sur le web. Donc on a ici un investissement qui introduit donc de la globalisation, mais qui est en même temps un jeu de cache-cache sur Internet, avec les puissances qui détiennent les droits de ces films-là, parce que pour les avoir, Gemma et moi, nous avons dû fouiller le web, récupérer ça dans des endroits pas possibles. Alors, justement, voilà. Ce qui est intéressant, c'est que pour ce poster-là, qui fait des dizaines et des dizaines, justement, de plusieurs années, qui fait des reprises, en fait, il a été hébergé sur YouTube, ensuite on l'a éjecté parce qu'on lui interdisait systématiquement tout ce qu'il mettait, puisqu'à cause des ayants droit. Ensuite, il a trouvé refuge sur Facebook. Et il est encore sur Facebook, ça s'appelle Irban Irban. Il a créé son propre site internet qui s'appelle irban.com. Irban.com. Irban, c'est Iraban, et c'est en arabe, ça veut dire morceau. Alors, je n'ai pas analysé pourquoi est-ce qu'il s'appelle comme ça, pièce au pluriel, mais il faudrait voir. Effectivement, il fait des mèmes. Il fait des petits morceaux avec des tout. Et en fait, ce qui est intéressant à voir, c'est que la reprise, par exemple, du Titanic, on peut quasiment plus la voir pas floutée. C'est-à-dire que c'est forcément... on n'a plus accès justement à cet extrait-là, parce que c'est pas possible, il n'y a pas de plateforme d'échange, de partage de webfilms qui accepte que ça reste plus que quelques heures, parce que c'est un détournement. Et par contre, à cause de YouTube et de l'immense flux permanent qui circule, pendant 3-4 ans, je la cherchais souvent, pas tous les jours, mais je la cherchais très souvent, je la recherchais en fait, cette vidéo sur l'extrait de la chute. Et bien hier, figurez-vous qu'elle était visible sur YouTube
comme vous l'avez vu tout à l'heure à nouveau. Donc effectivement, il y a ce jeu de cache-cache et de visibilité et d'invisibilité qui fait aussi partie d'une certaine... de ce jeu en fait, mais aussi d'une réinscription, finalement, d'une réinscription dans le jeu mondial qui échappe de toute façon aux individus. Donc, alors c'est pour ça qu'on a parlé de jeu de miroir aussi, parce que derrière, et qui rejoint le sport, parce que derrière les stades, les affects des supporters et les symboliques à usage politique se trouvent en fait de puissants intérêts économiques, évidemment, qui n'ont pas été aussi, qu'on n'a pas oublié de souligner. Et du coup, on est allé chercher cette citation de Pierre Lafranchi qu'on trouve très intéressante, c'est que il se rejoue au niveau du voile, ce qui se joue au niveau du foot, c'est-à-dire un mélange entre l'essentiel et le dérisoire, un jeu de cache-cache et un jeu de miroir, qui est aussi un terrain de lutte mondialisé entre des logiques économiques, de puissants intérêts économiques qui investissent le foot, et encore les restes des investissements affectifs et politiques de ceux qui le supportent et de ceux qui le pratiquent. Et c'est ça qui fait en fait encore finalement la popularité du football, malgré le fait que ça devienne finalement un vaste objet de marketing. Ça demeure quand même, c'est quelque chose où on peut encore investir des aspects de la politique. Du coup, conclusion, voilà, nous avons fini. Avec nos exemples, on observe en fait une inscription décomplexée dans la modernité globale. Donc on va utiliser les mémeurs, on les appelle des mémeurs, parce qu'on est des mémères, on parlait des mémeurs. Des mémeurs qui ne perdent pas de vue les enjeux locaux de la critique politique. Ici, on a une critique qui cible directement, finalement, le pouvoir algérien, en adoptant un langage universel, celui du visuel, qui va chercher la parodie d'objets de la culture mondialisée, sans perdre l'hétérogénéité, la singularité des situations. C'est dans la langue arabe, ça fait référence à une multiple référence à ce qui se passe sur le terrain en Algérie, et grâce à Gemma, moi sinon je n'avais pas accès du tout à toutes ces multiples références. Mais avec en même temps, une grande culture, dextérité, voilà. oui, une très grande dextérité dans l'utilisation Dans des voix, dans le commentaire, dans les petits détails. À un moment donné, dans le Titanic, la reprise, le jeune demande en fait une cigarette, à un moment donné sur le bateau, le jeune demande une cigarette à quelqu'un de plus âgé. Mais là, il lui demande Aragaro à phrase, donc donne-moi une cigarette à phrase, qui est vraiment par excellence le tabac le plus pourri, la cigarette la moins chère qui soit pour quelqu'un qui n'a pas d'argent, donc il lui demande juste une cigarette comme celle-là. C'est vraiment dans le détail que ça se joue aussi. Hein. Et cette hétérogénéité, cette singularité étant même aussi celle de cultures qui sont elles-mêmes mises au défi d'un monde globalisé. On voyait la boucle est bouclée et on arrive avec un produit très complexe, en tout cas très moderne. Un produit à la fois essentiel et dérisoire. Voilà. On a fini. Merci beaucoup Marion Frugère et Gemma Mazouzi. Quelques questions ou commentaires? En ce cas, vous avez peut-être encore 2 ou 3 choses à dire. Ben oui. Parce qu'en fait, ce qui est très intéressant, c'est de voir la manière dont les films ont été, enfin, dont les extraits ont été détournés. Comme a dit Marion, en fait, on a depuis plusieurs années, depuis en fait l'apparition de YouTube, on a commencé à travailler au sujet des webfilms à l'Université de Montréal. On était un petit groupe, on travaillait là-dessus quand YouTube a commencé à prendre de l'importance. Et en fait, on s'est aperçu du fait que... alors, ouais, c'est parti, je voulais mettre ça. Pourquoi je voulais parler de ça? Bon, voilà, ça s'est évadé. Une question là-bas. Oui, Lionel, vas-y. Je voulais juste savoir si ce type de détournement de vidéos venant du cinéma se fait avec d'autres produits. Est-ce que ce serait par exemple des publicités dont on fait une reprise dérisoire ou est-ce que c'est juste vraiment des films Non, ça peut être Petit Allée, le seul principe, c'est que c'est une diffusion globale. C'est-à-dire que si une publicité est trop locale, c'est-à-dire faite pour un produit local et ne passe à la télévision locale, etc., ça risque d'être... c'est pas la même chose. Mais par contre, des publicités, Coca-Cola ou qui se rapportent à des produits de la globalisation économique, oui, on aura toutes sortes. Du moment que c'est un produit qui a une diffusion globale. Pour la reprise. Parce qu'en fait, c'est ça, c'est qu'il faut des... C'est ça, c'est très difficile, c'est un peu ce que je voulais dire, c'est-à-dire que c'est très difficile
difficile de localiser un posteur. C'est très difficile de localiser quelqu'un, justement, qui produit quelque chose et qui l'envoie dans le flux. Et c'est très difficile de suivre un produit, c'est-à-dire de suivre, par exemple, un objet. Un objet sur le web, c'est de faire détournements. Mais voilà ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, lorsque on a commencé à regarder de près les webfilms qui circulaient sur le web, on se prenait régulièrement des séances pour regarder ce qui circulait. À l'époque, c'était 20 heures de visionnement par minute, 20 heures 75 heures. Donc, c'est énormément de choses qui circulent. Et moi, j'ai fait partie des gens qui ont reçu cette vidéo, l'extrait de la chute, au moment où justement il y avait toute cette espèce d'effervescence pro-algérienne, pro-équipe nationale en Algérie. Et donc, parmi les gens qui étaient à Montréal, qui étaient vraiment pour que l'équipe gagne, donc j'avais reçu cet extrait-là. Ce qui a été extraordinaire, c'est de voir comment cet extrait-là et pas un autre, a été le lieu de toutes sortes, effectivement, de travestissements, de détournements, pour des situations graves, mais des situations aussi beaucoup plus légères, beaucoup plus futiles. Et comment, à chaque fois, ça pouvait fonctionner. Parce qu'on a des archétypes qui sont présents dans le même, qui font qu'on a une situation très générique, qui fait qu'il suffit juste... Alors après, effectivement, on peut apprécier jusqu'où ceux qui récupèrent et détournent. Alors donc il y a un degré en fait après de détournement qui peut, de travestissement finalement d'extrait, qui peut complètement changer finalement l'extrait, parce que voir Hitler parler en arabe, c'est avec la voix de Bouteflika, avec des accents, les généraux, il y en a un qui a un accent kabyle, l'autre qui a un accent djigel. Il y a une femme, à un moment donné, elle pleure, c'est la secrétaire de Hitler, parce qu'elle voilà, elle est très émue de ce qui va se passer, de ce qui se passe, et justement de la colère aussi du Führer. Et il y a quelqu'un qui lui dit « Mais qu'est-ce que tu as? Arrête de pleurer, Halima ». Mais Halima, c'est le nom de la femme de Chatli Ben Jadid. Donc on remonte un petit peu en arrière. Et donc c'est dans des petites subtilités qu'on voit aussi le degré finalement de réappropriation. Et peut-être que dans la réappropriation... C'est jubilatoire. Voilà, il y a quelque chose de... Se projeter à travers ces images et d'être dans ces images, et de se les approprier. Il y a quelque chose de jubilatoire. Il y a quelque chose de politique qui est vraiment une subjectivation aussi dans cette politique. Et vous pensez que c'est largement vu en Algérie? Est-ce que c'est largement vu en Algérie? Est-ce que ça fait partie des choses qui ont circulé. Jusqu'à quel point est-ce que ça a circulé pour être vu? Et là, il faudrait aller regarder qu'est-ce que le web aujourd'hui en Algérie. Il faut savoir que le web, c'est pas la Tunisie. En Algérie, c'est pas la Tunisie, c'est pas l'Égypte. Alors que le réseau électrique, etc., est très très développé, le réseau Internet est très peu développé. C'est-à-dire que c'est très très lent. Il y a un internaute à un moment donné qui disait que aujourd'hui, pour rafraîchir une page, ça prend aujourd'hui, sur le web aujourd'hui, donc quand on est en Algérie dans un cybercafé, il y a très peu de gens qui ont Internet chez eux. Quand on est dans un cybercafé, on essaye de rafraîchir une page. Ça prend le même temps qu'avant, quand on avait la connexion, vous vous rappelez, par téléphone. C'est pareil, ça prend des plombes. Donc, Monsieur. Merci. Donc, mon nom. J'ai envie de vous demander quelque chose d'assez simple. J'ai bien capté les éléments de cadrage de votre réflexion. Donc, je retiens football, je retiens politique, je retiens nationalisme, etc. Qu'est-ce qui motive un sous-titre comme sport et politique? Non pas un sous-titre du genre sport et développement dans le contexte africain en particulier. Nous sommes ici dans une conférence qui se rapporte à l'Association canadienne d'études africaines. Sport et développement, pourquoi pas. Et puis, ce genre de travail, de réflexion, comment le positionnez-vous s'il faille, n'est-ce pas, l'élargir, sachant que le football, c'est quand même un sport, dans mon pays d'origine, on l'appelle sport roi. Je viens du Cameroun. C'est mon regard. Donc, dans la mesure, on sait qu'il y a des très grandes nations de football, peut-être la France, le Brésil, donc le Cameroun, la chute un peu libre aujourd'hui. C'est un peu de ça. Bon, on a besoin, on sait les vagues. Et laissez-moi vous dire au Cameroun, si vous vous rappelez, le mondial justement 90, où ce pays était au bord de l'implosion socio-politique. 10, Italie,
il a fallu cette danse du lion de Roger Mila, vous vous en souvenez, que le Cameroun gagne le match contre l'Italie et l'Argentine, et qui est donc apaisement total de cette extrême tension sociopolitique qui prévalait à l'époque. Oui, le titre est très intéressant, mais maintenant les enjeux de développement, ça l'investissement, la population locale, complète, tout. Qu'est-ce qui motive ce penchant plus sur la politique et non pas les enjeux de développement complet? Et puis si on élargissait la réflexion, comment... Moi, je vais bien répondre. C'est pas politique parce que d'abord, on est parti de critiques, donc de critiques de pouvoir. Donc, c'était la base de notre. On s'est demandé au départ, en se penchant sur ces objets de webfilm, quelle était la part de critique politique et comment pouvait s'élaborer une critique politique à partir de parodies qui avaient l'air d'être très futiles finalement ou très frivoles. Voilà. Donc, quels étaient les enjeux de ces objets frivoles et futiles en termes de politique dans tel contexte, et donc on a essayé de développer ça. Maintenant, pour reprendre votre question un peu à l'autre bout du spectre, c'est-à-dire du sport et de l'investissement dans le sport, avant toute critique parodique sous forme de mème, je dirais que ce que vous soulignez, c'est la dimension imaginaire de l'investissement, c'est-à-dire finalement le sport et politique et sport et développement, ça va ensemble tout ça, parce qu'il y a une dimension imaginaire de l'investissement dans le sport qui fait retour sur le pays. Si l'équipe gagne, c'est ce que j'appelle la bonne image de groupe, c'est-à-dire c'est l'image qui va être suffisamment porteuse d'espoir pour finalement motiver les gens sur place à continuer à vivre comme équipe, c'est-à-dire comme équipe nationale, comme pays. Et donc les tensions sociales, les problèmes de développement vont être atténués par un investissement imaginaire dans l'équipe. Imaginaire et affectif aussi, affectif, au sens émotionnel. Au sens de projection dans cette équipe qui gagne, finalement, qui renvoie à celle qui pourrait gagner un pays que nous formons comme pays. Et donc qui apaise les tensions, les conflits qui, normalement, déchirent l'idée d'équipe ou déchirent l'idée de pays. Voilà. Donc ça, c'est très fort et ça se passe même en France. D'ailleurs, quand la France a gagné la Coupe du Monde de football dans les années 2000, je ne sais plus quand, d'ailleurs, notamment. En 98. On n'est pas très supporters de foot tous les deux. Mais là, il y a eu un investissement dans les rues de Paris, d'une marée humaine, où les gens se sont retrouvés banlieue, 16e arrondissement, 3e arrondissement, de toutes les couleurs, de la France, et on s'est tous embrassés comme si, alors qu'on sortait de tensions raciales, de tensions conflictuelles, sociales, la fracture sociale, les tensions raciales, etc. Et soudain, autour de l'équipe française, qui gagnait, il y a eu une sorte de fierté d'être cette France multiculturelle, cette France à la fois black blanc, etc. Donc il y a eu une sorte de... Et les politiques ont beaucoup misé sur cet effet positif pour l'économie française. Ont aussi beaucoup misé là-dessus. Ils se sont dit, c'est le moment d'investir, c'est le moment de relancer, etc., etc. Donc tout ça, c'est lié. Donc sport, politique, imaginaire, vous voyez, et c'est pour ça que au niveau symbolique, et nous on a travaillé plus au niveau symbolique, c'est sur le nationalisme après que ça se greffe, et c'est là que la critique intervient, c'est qu'on utilise la force symbolique de quelque chose, on l'instrumentalise à des fins politiques pour asseoir un gouvernement, une puissance gouvernementale. Et là, c'est le symbolique qui travaille, c'est moins l'imaginaire que le symbolique qui travaille, et qui est instrument de pouvoir à ce moment-là, et qui fait que des objets comme le même peuvent être critiques et peuvent effectivement dénoncer le sport ou dénoncer la mainmise des politiques sur le sport. Tout sans perdre de vue l'investissement affectif, puisque les supporters ici algériens sont quand même encore là, sous un beau jour, à travers le personnage de DiCaprio dans Titanic, et sont encore là d'une façon voilà. Une dernière petite question pour une brève réponse, s'il vous plaît. Oui, Francesco Correale, laboratoire CITER Tours. Je voulais savoir si vous avez trouvé les mêmes, disons, plus ou moins, situations dans d'autres matchs successifs à celui avec l'Égypte par rapport à d'autres pays où il y a par exemple une tension politique entre... Je sais pas, je pense à Algérie, Maroc, mais pas seulement... Ah oui, alors ça continue. Et d'un autre côté, je voulais dire vraiment
une seconde. Bon, moi, je suis italienne. La chute a été, évidemment, je l'ai vu passer 15 000 fois, soit pour les élections italiennes, donc des choses un peu plus sérieuses, soit pour des matchs entre. Moi, je suis de Naples, oui, entre Naples, un joueur qui est de Turin. Donc, il y a une rivalité historique entre les deux, mais une rivalité historique qui, de plus en plus, prend de l'envergure à 150 ans après l'unité de l'Italie. Et aujourd'hui, un truc comme ça est utilisé soit par les supporters de la Juve, soit par les supporters de Naples pour revendiquer la spécificité et c'est-à-dire dans le sens complètement inverse à celui dont on parlait ça. Et je trouve que c'est quand même un truc, vraiment une sorte de sublimation collective, pas seulement dans le foot, parce que justement c'est pas seulement ça, c'est une sorte de sublimation au foot, mais à l'image du foot, plus qu'au foot même. Donc, bon, voilà. Merci. Oui, c'est ça que, à un moment donné, le foot cesse d'être un jeu. Tout à fait. Et on sait que déjà, ce n'est pas qu'un jeu. Et donc, tous les enjeux, en fait, apparaissent d'abord. Et notamment, on n'a pas eu le temps, en fait, d'intervenir sur la question sociale, sur la question des jeunes, sur la question du chômage, sur la question du surinvestissement politique par les autorités elles-mêmes, de cet imaginaire-là. Et des enjeux, en fait, qui sont tous les vendredis. En Algérie, il y a un enjeu, mais je pense que c'est la même chose au Cameroun ou ailleurs, où le foot est roi. Toutes les semaines, il y a des matchs amicaux, ou alors il y a des matchs qui prennent de plus en plus d'importance, en fait, pour arriver. Dans pas longtemps, il y a l'équipe, il y a la Coupe nationale algérienne qui se déroule dans pas longtemps. Et toute l'année, en fait, on est face à des échéances. Et les autorités locales, ou bien municipales, ou bien à plus grande échelle, gèrent ça. Ils gèrent ça en essayant d'empêcher les émeutes. Parce qu'en Algérie, ça se passe dans les stades. Et dans les stades, au début des années 90, il y avait une grande coupe, en fait, au début des années 90, il y a eu la Coupe nationale d'Algérie. Et donc, le président, Chadli Benjedid, était dans la tribune officielle. Et les jeunes, qu'est-ce qu'ils chantaient? Donc, ils n'ont pas pu arrêter. Donc, hymne national, en fait, bousculé. Et ensuite, les jeunes avaient leur propre hymne national. Ça a été repris après dans plein de sketchs. L'hymne national des jeunes, enfin, dans le stade, pour justement la dernière rencontre pour la Coupe nationale, les jeunes chantaient « Il y a un bateau qui est arrivé d'Australie et il va tous nous emmener ». Et donc ça, c'est une chanson, voilà, c'est une chanson comme ça. Et puis la fin des années 90, pareil, Bouteflika est dans un stade et les jeunes chantent on préfère Rome que vous. Donc on va tous se barrer en Italie et on préfère Rome que vous. Voilà. Encore une fois, merci Marion Fougère et Tiama. Passionnant, nous savons que tous les hommes aiment le foot, n'est-ce pas? Nous le savions, c'est pour ça. Nous le savions. Eh bien, Pierre-Louis Cédric est de Télé 10 Group et il nous parlera de la migration vers la TNT. C'est pas ce que je pense, hein? C'est ça. C'est ce que je pense? Télévision numérique terrestre. Télévision numérique terrestre au Rwanda. Entre Challenge, vous savez que Challenge, ça a d'abord été Challenge avant de devenir Challenge, puis c'est redevenu Challenge, et Opportunité. C'est une petite remarque qui n'a rien à voir avec. Alors, donc ma présentation, je vais la faire en français, mais le PowerPoint sera en anglais. Comme ça, pour ceux qui ont du mal avec le français. Nous sommes ouverts. Suivre. Alors, je dois vous avouer que je ne suis pas un académique, et deuxièmement, je pensais présenter demain. Donc j'ai dû revoir plus ou moins quelques petites choses. Je vais faire de mon mieux. Alors, donc je suis le manager d'un groupe de médias qui s'appelle Télé10, qui est donc basé au Rwanda, mais qui est aussi présent dans d'autres pays de la région. On a une radio et une télévision. Je pense qu'il y a des Rwandais ou des gens qui peut-être connaissent un peu. Donc on a une radio, c'était la première radio à avoir été lancée après la guerre. Donc c'était en 2004, pardon. C'était en février 2004. Et la télévision, nous sommes sur le point de lancer la première chaîne de télévision privée du pays, après plus de 20 ans de monopole étatique. Et donc, juste pour vous donner quelques données sur le contexte, qui vous permettra aussi de mieux comprendre les challenges que nous aurons à faire face dans ce processus. Donc voilà, le Rwanda, c'est à peu près 11 millions de personnes. C'est un taux de pénétration du téléphone mobile qui est aux alentours de 45% au dernier
estimations. Le taux de pénétration de la télévision est de 7%. Ça veut dire qu'il y a à peu près, si je me souviens bien, entre 200 et 300 000 postes de télévision. C'est pas énorme. Et le taux d'accès à l'électricité comme source d'éclairage principal est de 10%, 10,6%. Et la seule télévision disponible jusqu'à présent, c'était la télévision nationale, TVR, Télévision Rwanda. Au niveau du salaire moyen d'un enseignant, qui est, dont la plupart des pays du monde, une catégorie relativement privilégiée, ça ne dépasse pas les $60. Voilà. Et donc, jusqu'à présent, les Rwandais qui devaient voir la télévision devaient se contenter de la télévision nationale. Je vous montre quelques images qui n'est pas forcément au top. Et de deux opérateurs de Pay TV. Et qui dit Pay TV dit coût mensuel. Et le bouquet le moins cher, il est aux alentours de $5. Donc ce n'est pas donné à tout le monde. Juste rapidement pour vous montrer un peu à quoi ressemble la chaîne nationale. Donc voilà, pendant plus de 20 ans, ça a été le seul choix au niveau télévisé. Et donc avec cette transition vers le numérique, vers la télévision numérique terrestre, l'avantage, c'est que l'offre télévisuelle va être largement plus importante, ce qui est une révolution à l'échelle du pays. Et en fait, cette révolution numérique permet aussi d'accéder à plus de chaînes sur une seule fréquence, la même fréquence qui était utilisée par cette chaîne unique. Voilà, donc le journal est présenté en anglais, en français, en kinyarwanda. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer rapidement. Donc, passons vite fait pour la définition de la télévision numérique terrestre. C'est juste une norme qui a été implémentée ou plus ou moins définie officiellement par la ITU. Je confonds anglais et français, désolé. International Telecommunication Union. Donc, en français, c'est l'Union internationale des télécommunications. Merci beaucoup. Donc voilà, c'était en 2006. Donc, ils ont institué cette norme qui est d'ailleurs implémentée dans beaucoup de pays déjà, dans la majorité des pays actuellement. Et les avantages, c'est de pouvoir utiliser une seule fréquence pour pouvoir diffuser plusieurs chaînes, de pouvoir récupérer des fréquences pour la téléphonie mobile, d'avoir une meilleure qualité d'image, de son, etc., etc., etc. Donc, rapidement, juste pour vous montrer à quoi ça ressemble au niveau technique. Donc notre télévision, on a même pas la télévision, se trouve ici, elle envoie un flux numérique vers un centre de diffusion qui dispose d'un multiplexeur et ensuite les différentes chaînes sont diffusées sur le réseau hertzien. Donc l'avantage de cette technologie, c'est qu'elle utilise le réseau hertzien existant. Il y a juste une mise à jour du matériel pour pouvoir permettre cette diffusion numérique. Mais en gros, les gens utilisent toujours la même antenne râteau pour pouvoir recevoir ce signal numérique. Le seul petit changement, la seule petite différence, c'est qu'il faut acheter un décodeur qui est pas cher et qui permet d'accéder à la télévision gratuite, plusieurs chaînes gratuitement. Et ce décodeur a un coût qui n'est pas forcément abordable. Donc l'objectif des autorités, c'était de faire en sorte que ces set-top boxes, comme on les appelle, soient disponibles à partir de $30. Mais $30, ça reste quand même assez cher pour beaucoup de Rwandais. Et donc, l'avantage de cette technologie, c'est qu'on peut aussi passer par d'autres moyens. On peut utiliser une clé USB pour un ordinateur, encore faut-il avoir un ordinateur, et aussi diffuser sur des petits écrans, des mobile devices, ce qui réduit le coût d'acquisition, puisque pour ces décodeurs, il faut aussi une télé avec et l'accès à l'électricité. Donc avec ça, on peut s'en sortir avec une batterie qui tient au moins quelques heures. Donc voilà, la petite particularité, c'est que, donc voilà, juste la roadmap des autorités, enfin du gouvernement rwandais pour pouvoir switcher de l'analogique au numérique. Qui dit switch dit que le signal analogique va être éteint. Normalement, ça doit être fait en juillet 2013. Et donc, toutes les personnes qui avaient jusqu'à présent accès à cette chaîne nationale devront obligatoirement s'équiper en décodeur. Pour beaucoup, c'est un sérieux problème, parce que voilà, ils n'étaient pas préparés à devoir s'acheter un décodeur. Ces décodeurs ne sont pas subventionnés.
Et c'est le secteur privé qui doit se charger de faire venir ces décodeurs. Étant donné que nous sommes broadcasters et que ces décodeurs ne sont pas disponibles, notre compagnie a décidé d'en importer, mais malheureusement ça a un coût, et donc ça va être difficile de pouvoir en distribuer à un prix qui permette à tout le monde de pouvoir s'en procurer. Donc ça c'est le premier challenge. Mais il y a quand même des choses positives. Du côté du gouvernement, il y a une vraie volonté politique de pousser cette migration. Donc depuis mon arrivée au Rwanda, j'ai eu plusieurs réunions avec les autorités et on sent vraiment une réelle ambition. Pour ceux qui connaissent le Rwanda c'est un des pays les mieux connectés au niveau des infrastructures Internet. Tout le pays est couvert par la fibre optique. Donc ça, c'est aussi un avantage pour faire diffuser le signal dans tout le pays. Je crois qu'il n'y a que 3 pays dans le monde qui disposent de ce qu'on appelle un backbone en fibre optique. Pour les infrastructures, le gouvernement a fait son travail, vraiment. 95% du pays est couvert, donc le signal couvre 95% du pays. Les gens, en tout cas au niveau des choses positives, ont une vraie envie de changement. Ils sont assez fatigués de ce qu'ils voyaient jusqu'à présent. Et au niveau du marché local, j'ai découvert en arrivant, parce qu'on ne le sait pas forcément, et même les locaux ne le savent pas, surtout l'élite, il y a un vrai marché, une vraie industrie créative. Beaucoup de gens ne savent pas qu'il y a des réalisateurs qui font des films, qui financent eux-mêmes, ou alors en mettant des pubs pour des vendeurs de jus ou de photos de mariage. Enfin, ils se débrouillent pour trouver des sponsors qu'ils mettent dans leurs films et ils les vendent environ $1 ou $2 au marché et ils écoulent jusqu'à, si je me souviens bien, de 20 000 à 30 000 copies. Ça fait pas mal. Donc ils arrivent à financer des films tous les 6 mois ou tous les ans et il y a un vrai marché pour ça. Et donc ce contenu ne passait jamais à la télévision nationale. Et donc avec cette ouverture, ce lancement de cette plateforme numérique, les chaînes privées qui vont arriver pourront diffuser ce contenu que peu de Rwandais pouvaient avoir jusqu'à présent. Et enfin, au niveau, il y a une nouvelle loi qui a été des médias, qui permet aux médias en fait de s'autoréguler. C'est un peu tricky quand même. Il faut l'avouer, parce que moi je me pose beaucoup de questions sur cette autorégulation. J'ai assisté à une très intéressant exposé ce matin qui expliquait que c'est quand même une société traumatisée. Ça fait 18 ans, le génocide c'était il y a 18 ans, et c'est une société qui a quand même intégré en elle-même une sorte d'autocensure. Les médias aussi ont été particulièrement contrôlés. Et donc, les gens ne savent plus trop comment est-ce que ça va se passer, cette autorégulation des médias. C'est un peu vague. La loi est là, elle est précise, mais c'est quand même un vrai challenge pour les media practitioners, mais aussi pour les managers. Comment on va articuler tout ça. Donc voilà. Mais c'est quand même une opportunité. Et au niveau de la compétition, ce qui est intéressant, c'est que comme le Rwanda a intégré le Commonwealth et fait partie de la Eastern African Community, c'est-à-dire le Burundi, le Kenya, la Tanzanie, l'Ouganda, ça veut dire aussi une intégration économique plus forte et donc des concurrents qui vont aussi intégrer le marché. Il y a déjà des projets de télévision venus du Kenya, il y a des investisseurs tanzaniens qui ont aussi l'intention de s'installer. Donc c'est bon aussi pour le téléspectateur et pour le secteur. Et enfin, le gouvernement a décidé de lancer une campagne très ambitieuse que je vous montrerai tout à l'heure, qui s'appelle Tunga TV. En Kinyarwanda, ça veut dire Own Your TV. Voilà, donc soyez propriétaire de votre télé. Elle est très ambitieuse. Maintenant, les moyens, il faut voir si ça va suivre, mais elle est très ambitieuse. Alors, rapidement, voilà les petits soucis que l'on pourrait avoir. C'est-à-dire que le marché rwandais est très intéressant au niveau des opportunités, mais il y a quand même pas mal de soucis du fait que le marché publicitaire est très difficile. Beaucoup de gens ne comprennent pas l'intérêt de faire la publicité. Donc, il y a plus de 30 radios au Rwanda. Le marché est extrêmement compétitif au niveau des radios, mais
maintenant expliquer quel est l'intérêt de faire une publicité pour une marque de peinture à la télévision, sachant que peu de gens ont accès à l'électricité, peu de gens ont une télévision, ça va être difficile à faire comprendre. Ensuite, vous avez sûrement suivi l'actualité avec ce qui s'est passé au Congo. Certaines aides ont été coupées et le budget de l'État dépend, et l'économie dépend aussi beaucoup de cette aide. Il y a 50% du budget, après si je me trompe, vous me dites, 50% du budget de l'État rwandais dépend encore des aides internationales, donc ça aussi. Et jusqu'à présent, l'État était aussi un client très important au niveau des médias, au niveau des campagnes qu'il finançait au niveau des radios, donc ça pose aussi des questions. Il y a aussi quelques délais au niveau de la migration. Normalement, ça aurait dû être fait en décembre 2012, ils l'ont reporté d'1 an. Et enfin, là où je veux insister, c'est qu'il n'y a pas encore beaucoup de télévisions numériques disponibles et pas suffisamment de décodeurs. Et la campagne de sensibilisation est encore un peu timide. Donc voilà le logo de la Tunga TV, qui a été lancé le 21 mars 2013. C'était un gros show dans une ville à l'intérieur du pays. Les gens étaient contents, mais ils sont encore un peu perdus, parce qu'il y a tellement de choses qui englobent cette campagne que les gens n'ont pas encore très bien compris, mais je pense que ça va sûrement prendre. Donc voilà, au niveau des opportunités, tous ces challenges que je vous ai cités un peu plus tôt offrent des solutions, offrent aussi la possibilité d'innover. Par exemple, pour l'accès à l'électricité, un certain nombre de projets sont à l'ordre du jour, comme les télévisions qui fonctionnent à l'énergie solaire ou avec des batteries comme en Inde. Des projets de faire venir des télévisions mobiles, comme je vous ai montré. Cette loi de self-regulation va permettre aussi peut-être de lancer des choses un peu plus provocantes, on va dire, je pense, de faire un peu plus, de laisser un peu plus la scène culturelle s'exprimer. Enfin, au niveau de capacity building, l'institution qui était chargée de réguler les médias va être transformée en une institution qui va pousser à professionnaliser les médias, ce qui est particulièrement nécessaire. Et au niveau de l'awareness du public, ça permet aussi peut-être de créer une autre perception des médias. Parce que jusqu'à présent, 90% de la population s'informe avec des radios. Et cette nouvelle campagne, cette migration vers le numérique au niveau de la télévision, va peut-être permettre aux gens de passer des médias oraux à quelque chose de plus visuel, quoi. Donc c'est une nouvelle ère pour les médias visuels. Au niveau de l'impact, je vais dire que donc voilà, les impacts qui sont attendus, c'est aussi de pouvoir faire passer comment dire, voilà, excusez-moi, je cherche mes mots. Au niveau éducatif, c'est un nouveau moyen de pouvoir éduquer les populations. Par exemple, lors de cette opération Tunga TV, un des objectifs du gouvernement avec le secteur privé, c'est d'installer des télévisions dans la plupart des écoles du pays pour pouvoir faire passer des programmes éducatifs, notamment l'apprentissage de l'anglais ou d'autres langues. C'est aussi la possibilité de développer différentes façons de penser, parce que qui dit ouverture dit différents médias avec différents tons, différentes façons de voir les choses, donc ça c'est bien. Je vous montrerai plus tard rapidement l'identité visuelle de notre chaîne. On essaie de faire une chaîne panafricaine, donc c'est aussi la possibilité de permettre aux Rwandais de voir des choses différentes. Au niveau de la promotion de nouveaux talents, il est clair que le pays en a vraiment besoin, parce qu'il n'y a pas d'industrie de la musique structurée, les artistes ne touchent pas de royalties, donc c'est peut-être aussi l'émergence de nouvelles plateformes pour la culture rwandaise et ceux qui la font. Et puis aussi permettre une certaine ouverture d'esprit. Au niveau politique, alors, clairement, ça offre aussi la possibilité d'influencer de façon positive. Soyons optimistes, de façon positive.
donc les citoyens rwandais. Il faut quand même rappeler que le gouvernement a une politique de sensibilisation extrêmement efficace contre le paludisme. Ça a vraiment marché. Je crois qu'en 10 ans, le taux de prévalence a chuté de 75%. C'est énorme. Moi, je dors sans moustiquaire et j'ai arrêté de prendre des médicaments depuis bien longtemps. J'en connais très peu qui tombent malades du paludisme dans mon entourage. Au niveau aussi de la qualité de vie, de la propreté, il y a une campagne très très forte. Kigali est, je crois, que la ville la plus propre du monde, me semble-t-il. Je crois qu'ils ont reçu un prix en... Non, je vous jure, hein, je vous invite à venir visiter. C'est une des villes les plus propres que j'ai jamais visitées. Et donc ça passe par ces campagnes et aussi au niveau des impôts. C'est assez rare, il faut le rappeler, en Afrique subsaharienne. Peut-être pas positif ça. Ça dépend du point de vue. Mais les gens payent les impôts, les gens ne rigolent pas avec les impôts. C'est vraiment quelque chose de très sérieux. Il y a une campagne très forte. L'Office rwandais des... je que les mots en anglais. Rwanda Revenue Authority. C'est un gros client, au niveau des médias. Ils financent énormément de campagnes de sensibilisation pour que les gens payent leurs impôts. Et les gens les payent. Et croyez-moi, on ne joue pas avec la RRA au Rwanda. Et donc, je pense que ça peut être un moyen aussi de faire passer des messages positifs. C'est une bonne nouvelle pour ceux qui sont contre le monopole d'État sur la télévision. C'est une très bonne nouvelle. Et c'est aussi un moyen d'améliorer les moyens d'information et de communication. Actuellement, la plateforme qui a été mise en place par l'État diffuse 2 chaînes locales, la chaîne nationale et notre chaîne, et des chaînes d'information type France 24, anglais, français, Al Jazeera, TV5 Monde. Et c'est la première fois que les Rwandais ont accès à ces chaînes gratuitement. Donc c'est aussi une bonne chose. C'est fini? C'est déjà fait 15 minutes? Oh mon Dieu, ok. J'avance. Procéder vers la conclusion. Voilà. M'excuse. Désolé. Vous avez eu 2 vidéos en même temps. J'ai pas le choix. Wonderful. Voilà. Wonderful. C'est le slogan de notre chaîne. Pas mal ça. Donc voilà, maintenant si vous avez des questions, je vous écoute. Merci Pierre. Jean? Oui. Une petite question au sujet de la nouvelle loi sur les médias. Dans beaucoup de pays, il y a des lois sur les médias et la plupart de ces lois insistent sur la proportion de contenu local et non local. Est-ce qu'il y aurait quelque chose du genre dans la nouvelle loi sur les médias rwandais? Alors, je dois avouer que je n'ai pas vraiment lu l'intégrité de la loi. J'ai lu les articles au cours de la loi et j'ai discuté avec certains collègues. Mais déjà à l'époque où il fallait licencier les chaînes de télévision qui allaient se lancer, il y avait une insistance particulière sur le contenu local. Et donc, l'idéal pour eux, ce serait d'avoir au moins 40 à 60%, voilà, c'est la marge dont je me rappelle, de contenu local. C'est un vrai challenge pour nous parce qu'en fait, il faut aller dénicher les talents. Parce qu'il n'y avait pas d'industrie, il n'y a pas de cinéma. Il n'y a pas d'industrie, il n'y a pas non plus d'une chaîne de valeur très claire au Rwanda pour tout ce qui est creative industry et culture. Donc ça nous oblige soit à produire nous-mêmes, soit à chercher tous ces gens qui font des choses dans leur coin, qui diffusent sur YouTube, et leur dire, bon, venez nous emmener votre contenu. Et c'est aussi une bonne chose parce que la télévision rwandaise ne diffuse pas forcément du contenu local divertissant, on va dire. Elle se concentre surtout sur les déplacements officiels, sur les discours, sur les représentations, enfin voilà. Et donc, ça va être assez difficile, mais en tout cas, on s'engage à le faire, quoi. On s'engage à faire notre possible pour que le maximum de choses venues au moins de la région aussi, parce qu'il y a beaucoup de swahiliophones, voilà, soient représentées. Monsieur? J'avais 2 questions. La première, c'était exactement celle dont je la retire. D'accord. La deuxième, vous avez, si j'ai bien suivi, dit que votre TV a une orientation panafricaniste. Est-ce que vous
pouvez élaborer un petit peu sur les éléments de contenu, notamment l'Afrique subsaharienne, où on connaît la diversité linguistique, culturelle, historique, etc. Alors, panafricaine. Pourquoi panafricaine? Déjà, le Rwanda est pas dans un processus d'intégration, il est intégré dans une communauté qui s'appelle la communauté est-africaine. Et le Rwanda, c'est un pays enclavé qui était assez refermé sur lui-même et qui, avec cette intégration à cette communauté, a tendance à vraiment s'ouvrir sur ses voisins et sur le reste de l'Afrique. À Kigali, vous trouverez une communauté kenyane très importante, une communauté congolaise très importante, une communauté burundaise. Vraiment, Kigali devient un vrai melting pot. Et même au niveau des expats, il y a plus de 6000 citoyens américains au Rwanda, enfin à Kigali essentiellement. Plus de 300 citoyens français, je crois plus de 2000 belges. Ça devient vraiment un bouillon de culture. Et donc du coup, on s'est dit que le pays avait, je pense, soif de découvrir autre chose. Il y a une vraie curiosité sur l'extérieur. Et donc, une orientation panafricaine, ça nous permettra justement de pousser des contenus venus de Côte d'Ivoire, venus du Congo. Bon, ça ne sera pas 90% de la grille, mais on a des émissions, par exemple, qu'on pourrait obtenir avec TV5 Monde, qui montrent un peu différentes styles musicaux venant de différents pays. Donc, c'est ce genre de choses qu'on essaie de pousser. Et quand vous parlez de la diversité linguistique, le Rwanda est un des rares pays d'Afrique où tout le monde parle une seule langue, c'est le Kinyarwanda. La plupart du temps, dans les autres pays d'Afrique, on a différentes ethnies avec différentes langues. Au Rwanda, tout le monde parle Kinyarwanda. Donc, si on veut toucher tout le monde, on doit diffuser au maximum en Kinyarwanda. Mais vu qu'on a cette communauté de personnes venant d'ailleurs et qu'on veut s'ouvrir, on diffusera aussi dans les deux autres langages officiels du pays, qui sont l'anglais et le français. Maintenant, la proportion, c'est un casse-tête. C'est un vrai casse-tête. Sincèrement, on va juste tester, essayer, voir le feedback du public. Parce qu'il n'y a pas non plus d'institutions, genre type Sofres ou... je ne sais pas si vous avez au Canada, mais des institutions qui font des études. CRTC. Voilà, des études d'audience. On n'a pas ça. Donc, on va devoir tester. C'est vraiment une sorte d'air de la... Ça sera un peu comme une sorte de petit laboratoire, quoi, vraiment. Oh, rapidement, Lionel. Rapidement. Parce qu'on va devoir un petit peu... Désolé d'avoir pris trop de temps. Couper les rafraîchissements après. Très vite. Oui. Est-ce que vous pouvez clarifier le positionnement de l'État rwandais? Parce qu'on a l'impression qu'ils sont très enthousiastes de passer à la TNT, le système numérique, mais en même temps, c'est en fait s'ouvrir à la concurrence et peut-être à la critique, même s'il y a cette loi sur l'autorégulation des médias. Est-ce que vous pensez... Est-ce que vous pouvez... Alors, moi, je vais être franc et honnête avec vous. Oui. Je suis martiniquais. J'ai eu une chance inouïe d'avoir été choisi pour diriger ce projet. Et quand je suis arrivé, jusqu'à ce qu'on commence à y mettre, j'y croyais pas vraiment. Enfin, ne le dites pas à mon boss, hein. Mais à tout moment, je me disais, quelque chose, il va se passer un truc. On va recevoir une lettre, ils vont nous dire non, et, finalement il manquait tel papier, ou... Vraiment. Et je me suis même demandé, mais c'est quand même assez culotté d'ouvrir quand même cette plateforme, parce que les médias visuels, c'est encore plus puissant, l'impact est encore plus puissant que l'audio ou que la presse écrite. Et j'étais un peu sceptique. Et pourtant, finalement, c'est là. Et encore plus surprenant, c'est qu'actuellement, ils diffusent une chaîne comme France 24, qui, lorsqu'il y a eu la crise au Congo, qui n'a pas terminé, critiquait vertement le gouvernement. Donc, je pense qu'il y a peut-être des éléments dans le gouvernement qui ne voient peut-être pas ça d'un bon œil, mais jusqu'à présent, officiellement en tout cas, je n'ai pas eu de barrage particulier. Et ils veulent vraiment que les gens puissent take over et gagner ownership des médias comme ça. Je vous invite avec Pierre-Louis Cédric à poursuivre la discussion dans la période de rafraîchissement, s'il vous plaît. Je m'excuse d'être aussi... Et je voudrais inviter Jean
Ntakirutimana, je m'excuse d'avoir un petit peu mal appris le nom, de Brock University. Silence morbide à l'ère de la cybercommunication. Aperçu écolinguistique sur les langues africaines en danger d'extinction. Je vous ai donné le titre en français. J'avais préparé ma présentation en anglais, puis je me suis dit que pour accommoder le bilinguisme comme le présentateur précédent, je me suis dit que ça ne valait pas la peine de changer ma communication, de la traduire en français. Vous comprendrez sûrement mieux en faisant honneur au bilinguisme. Dans cette présentation, je vais parler de 5 points principaux. Je vais essayer d'être bref. Je m'excuse aussi, je vais... Non, ne soyez pas bref, prenez tout le temps. C'est bon? Ok. Je vais vous présenter très brièvement le paysage linguistique de l'Afrique. Très brièvement. Et je vais vous parler de cette approche éco-linguistique qui n'est pas très connue. Et ça nous amènera à parler des dangers qui menacent les langues africaines, certaines langues africaines, surtout celles dont on ne parle pas. Et je vous parlerai des principes éco-linguistiques, 3 seulement, parce qu'il y en a beaucoup. Et ce qui nous amènera à parler des langues africaines en rapport avec les nouvelles technologies, les technologies qui ne sont plus nouvelles, hein, les technologies de l'information et des communications. Les langues, je ne sais même pas très bien pourquoi cette communication est rentrée dans ce groupe. Parce que le président est linguiste. Ah, ça me donne une idée maintenant. Il n'y a pas que lui qui est. Il n'y a pas que lui. Ah. Il y a aussi... Ah, ok, c'est bien. Parce que je me demandais qu'est-ce que je vais dire après tout ce qui vient d'être dit dans des domaines qui n'ont pas beaucoup à voir avec mon domaine de spécialisation. Mais enfin, je comprends maintenant. Les langues sont, vous le savez sûrement, sont des instruments de premier choix pour la transmission, l'acquisition et l'emmagasinement des connaissances. Si on n'avait pas des langues, on ne saurait pas grand-chose. C'est pour cela que dans les sociétés, même des sociétés qui n'ont pas les technologies de l'information, qui n'ont pas l'avantage des médias, qui n'ont pas nécessairement l'écrit, les sociétés continuent à fonctionner grâce aux langues. Les sociétés de l'oralité, basées sur l'oralité, survivent, vivent, et certaines sont très riches depuis des siècles, des millénaires, grâce aux langues. C'est probablement l'un des outils qui a permis à l'humanité d'être ce que nous sommes jusqu'à présent. C'est grâce aux langues. On l'oublie souvent. Et cette présentation va bien sûr explorer les problèmes reliés aux langues en Afrique sous la perspective éco-linguistique. Ça, c'est une carte très générale qui montre... Non, le clavier, tu peux le... La carte de l'Afrique avec les principales langues. On en a parlé tout à l'heure, et vous voyez dans la région, le Rwanda, le Burundi, moi je suis originaire du Burundi, et vous voyez toutes ces langues. Il y a des langues en rouge, en vert, en violet, etc. C'est les principales familles linguistiques d'Afrique. Il y a une carte un peu plus colorée qui vous les présente de façon plus globale, avec la grande famille au centre et un peu à l'ouest, la famille Niger, Congo, Kordofanienne.
la famille des langues nilo-sahariennes, la famille des langues amito-sémitiques, que d'autres appellent afro-asiatiques, les langues Khoisan, que certains appellent, oui, les langues acliques, oui, et les langues malais-polynésiennes dans l'océan Indien, incluant le malgache, etc. Et bien sûr des langues indo-européennes, surtout en Afrique australe. Et beaucoup de linguistes se mettent d'accord, ou plus ou moins, sur un total de 6 familles, principalement. 2146 langues vivantes pour une population d'à peu près 1 million d'habitants. Sont des données tirées d'ethnologue, qui est devenu plus ou moins la référence de base en matière de langue. Beaucoup de langues en Afrique, comme le disait, comme vous le savez, ne correspondent pas du tout aux frontières étatiques, aux frontières politiques. Il y a des pays qui ont beaucoup de groupes linguistiques. Il y a aussi des langues qui sont à cheval sur 2-3 frontières. Il y a aussi des langues qui sont parlées sur beaucoup de kilomètres carrés, sur plusieurs pays, entre autres le Kiswahili, le Bambara, le Hausa, l'Ingala, le Monokutuba, etc. On en a beaucoup. Et à ces langues africaines, un foisonnement de langues africaines, on a bien sûr les langues coloniales, commençant par l'arabe, qui a été suivi historiquement par l'introduction du portugais, de l'espagnol, de l'afrikaans, de l'anglais, du français. Maintenant, on a d'autres langues qui rentrent de plus en plus sur le continent, mais ça c'est plus ou moins le topo linguistique de l'Afrique. On pourra en parler un peu plus, on pourrait en parler pendant des jours et des jours. Mais passons maintenant à la notion d'école linguistique. C'est un principe, une approche linguistique assez récente qui considère les langues, et c'est vrai, des langues comme des entités vivantes. Tout comme on a la flore, la faune, les langues sont aussi considérées comme des entités vivantes et qui aussi permettent à la survie et contribuent beaucoup à la survie de l'humanité. C'est à travers ces langues que nous savons, que nous apprenons comment nos ancêtres se sont adaptés à l'environnement. Et c'est avec ces langues, c'est à travers la langue que nous apprenons à nous adapter à l'environnement actuel. Et c'est à travers la langue que nous enseignons aux enfants comment s'adapter au milieu, à tout ce qui est autour de nous. Je ne sais pas si vous avez entendu parler d'ancêtres finnois, les Samis, qui avaient par hasard gardé dans leur langue un nom d'une rivière, une rivière qui se disait, je ne sais pas comment, en finnois, en sami, et le nom de la rivière disait l'endroit où le saumon va fréter. Et le nom a été gardé comme ça, on ne savait pas pourquoi, parce que dans cette rivière, il n'y avait pas de saumon. Et finalement, les scientifiques ont découvert qu'en réalité, il y avait dans la rivière en question une variété de saumon qui n'existait nulle part. Et c'est comme ça que la langue a pu archiver cette information importante. Tout comme en Australie, il y a quelques années, on avait beaucoup de problèmes à trouver une cure appropriée à une maladie de la peau. Je ne me rappelle pas comment était cette maladie. Et c'est à travers une langue australienne que les scientifiques, les médecins ont entendu parler d'un médicament, une plante qui n'existait nulle part ailleurs, et cette plante-là avait comme nom spécifique
médicament contre ceci. Et c'est comme ça qu'on a pu développer un médicament spécial pour soigner l'affection de peau en question. Enfin, il y a beaucoup d'exemples comme ça, de richesses inconnues, contenues dans les langues, et que nous ignorons et que beaucoup de locaux ignorent parfois. Et les langues, selon les écolinguistes, les langues évoluent. Ils évoluent comme les cultures où elles sont parlées, et les cultures évoluent en s'adaptant à ces langues, ou ces langues s'adaptent aux cultures. Les langues ne sont pas des entités isolées, les langues sont toujours en relation avec les langues environnantes, et les langues s'adaptent toujours au contact des cultures. On vous dira que certaines langues sont pauvres, d'autres riches. Écolinguistiquement, c'est une aberration. Enfin, on aura l'occasion peut-être d'y revenir plus tard. Mais selon les écolinguistes, les langues font partie intégrante de l'environnement. Et une fois qu'on perd une langue, c'est toute une connaissance du monde qui s'en va, et qui s'en va à la dérive, et qu'on a très peu de chances de récupérer. On n'est pas conscient souvent de cette dimension-là dans les politiques linguistiques ou dans les planifications linguistiques. On n'est pas très souvent conscient de cette dimension dans les discours politiques, même dans les descriptions linguistiques. Très souvent, on oublie cette dimension, mais heureusement que dans des groupes de chercheurs nous ont amenés à faire attention à cette dimension importante de la langue comme ADN de la culture. C'est à travers la langue que l'on peut comprendre comprendre la langue, comprendre la culture et comprendre les gens qui la parlent. Et toutes les langues sont d'égale importance, quel que soit le nombre de locuteurs. Toutes les langues sont aussi importantes. Il n'y a pas de langue supérieure à une autre. Très souvent, on vous dira des petites langues ou de grandes langues. On parlera de dialectes, de langage, etc. Ce sont toutes des langues du point de vue écolinguistique. Et comme dans l'environnement, le meilleur environnement, l'environnement qui prospère et qui survit, c'est l'environnement où il y a une prolifération d'espèces. S'il y a moins d'espèces dans un environnement donné, les espèces qui restent ont des risques élevés de disparaître. Même chose. Un milieu riche, c'est un milieu où un milieu culturel est un milieu où l'on a un foisonnement de langues. On sait que certains linguistes vous diront qu'on a des langues, des dialectes, des langages, mais si on reste au niveau objectif, tout ce qui est parlé, considéré comme langue, on a des foisonnements de chiffres. On parle généralement de entre 6 000 et 7 000 langues dans le monde. Donc des chiffres qui varient de chercheur à d'autres. Et parmi toutes ces langues, vous remarquerez que 83 ou 84% de ces langues sont en voie de disparaître, parce qu'elles n'existent que dans un seul pays. Et dans un siècle, si l'on ne fait pas attention, non seulement on aura un environnement malsain, que nous sommes en train de polluer, mais on aura aussi plus ou moins la moitié des langues du monde qui auront disparu. Et c'est d'ailleurs pour cela que les écolinguistes ont comparé deux cartes du monde. La carte du monde où les espèces biologiques, la faune et la flore, qui est en voie en danger,
On a comparé, superposé cette même carte à la carte du monde où l'on montrait des langues en danger de disparition. Et les deux correspondent. Ce n'est pas une correspondance fortuite que la disparition ou les dangers de l'environnement correspondent aussi aux dangers linguistiques et par la même occasion les dangers de disparition culturelle. Vous regardez cette carte, vous verrez que en Afrique, il y a une zone où les espèces biologiques les plus menacées correspondent aussi aux régions où les langues sont les plus menacées. Pensons à la Congo, République dominicaine du Congo, Tanzanie, Cameroun et Éthiopie. Ce n'est pas grave. J'avais préparé un tableau qui vous montre la liste de ces pays africains avec le nombre de langues, nombre de locuteurs, nombre de langues en danger, nombre d'espèces biologiques menacées, et compilé par des chercheurs de différentes orientations, des écologistes, biologistes et des linguistes. Et dans ces pays, justement, africains, des pays africains, je parle de l'Afrique pour le moment, les pays africains où on a l'environnement menacé, sont les mêmes zones où les espèces linguistiques sont en train de disparaître. Pourquoi disparaître? Parce qu'il y a de moins en moins de locuteurs. Ces langues ne sont plus transmises aux jeunes générations. Les parents ne parlent plus à leurs enfants dans les langues en question. Et ce n'est pas un problème spécifique à l'Afrique. C'est pour ça que l'UNESCO est en train de parler haut et fort que l'on doive respecter, ressusciter ou protéger les langues. L'agence Terra Lingua. Et en Afrique, on a maintenant l'ACALAN, l'Académie africaine des langues, qui cherche à promouvoir les langues africaines. Pourquoi les promouvoir? Parce qu'elles sont menacées. Et les chiffres que nous avons selon Terra Lingua ou selon Lewis et compagnie, sur les 2146 langues vivantes, on a 225 langues seulement, reconnues officiellement. On a 501 langues qui sont en train d'être mises en valeur, mais on a 209 langues qui sont vraiment en danger et on a 137 langues qui sont carrément en train de disparaître, qui n'auront plus de locuteurs dans 10 ans. J'ai vérifié la classe mondiale des langues selon la Summer Institute of Languages. Après 3 ans d'intervalle, l'édition de 2010 et l'édition de 2009 et 2012, il y avait dans un pays comme le Congo 2 langues qui n'avaient plus de locuteurs, des langues qui étaient complètement éteintes. En Ouganda, il y en avait une. Au Kenya, il y en avait... Non, en Tanzanie, il y en avait une autre. Des langues qui, il y a 3 ans, avaient quand même des locuteurs, mais qui maintenant n'en ont plus. Qu'est-ce qu'il faut faire? Souvenez-vous qu'avec la disparition de ces langues, c'est des connaissances universelles qui partent. Très brièvement, les principes écolinguistiques, j'en ai parlé tout à l'heure. Toutes les langues sont d'égale valeur. On nous a habitués à considérer certaines langues comme des sous-langues, mais ce n'est plus vrai. Et je ne sais pas si vous avez... Je ne sais pas si vous avez vous suivez l'actualité canadienne à ce moment où l'on reparle des problèmes les écoles, les internats pour les autochtones. C'est un problème qui a eu il y a longtemps et qui maintenant est de plus en plus
d'actualité. Pourquoi? Parce qu'on a pu démontrer que ces écoles, ces internats n'étaient pas faites pour le bienfait des autochtones, mais plutôt pour leur faire oublier leurs valeurs, leur langue, leurs valeurs traditionnelles. Et c'était pareil avec l'enseignement, l'introduction des langues coloniales dans les pays africains. Si maintenant l'Afrique a tous ces problèmes dont on parle dans les médias, parfois exagérés, parfois réels, si on n'arrive pas à expliquer à des gens qui parlent une même langue comment vivre selon des principes démocratiques, c'est peut-être parce que ces notions n'ont pas d'équivalent dans la langue en question, ou alors sont expliquées dans une langue que les locaux ne maîtrisent pas. Je ne sais pas, j'ai appris qu'aujourd'hui, dans ces jours-ci, à Ottawa, il y a un festival de cinéma africain, en plus des films qui passent sur le campus. Aujourd'hui, je crois qu'on a un film intitulé Démocratie, qui parle de démocratie au Burundi. Démocratie, je ne sais pas comment mon grand-père ou ma grand-mère comprendrait cette notion-là, à moins que je ne puisse trouver dans la langue kirundi quelque chose qui équivaut à démocratie ou qui pourrait le supplanter. La notion d'Ubuntu, par exemple, qui est bien connue dans la plupart des pays africains et qui a servi à créer cette nouvelle philosophie en Afrique australe, basée sur l'humanisme ou l'humanisme, plus ou moins, qui pourrait remplacer très facilement toutes ces notions vagues importées de démocratie. Pourquoi? Parce que la langue doit être capable d'expliquer une notion pour que les gens puissent en faire la leur. J'imagine, je me dis, c'est peut-être ma petite théorie là-dessus, j'imagine que si nous avons des problèmes sur le continent, actuellement c'est beaucoup plus parce qu'on n'arrive pas à expliquer ou à s'expliquer des notions ou des événements ou tout ce qui nous arrive, tout ce qui entoure les Africains, et aussi à expliquer ou à exprimer le fin fond de leur pensée. On pourra reparler de tout ça. Et la langue est aussi importante, non pas seulement pour comprendre l'environnement, pour s'adapter à l'environnement, c'est aussi un instrument pour maîtriser toutes les connaissances du monde. On en a parlé et je n'y reviendrai pas beaucoup. Vous savez, quand on communique, il faut généralement un émetteur et un récepteur. Et quand les deux ne peuvent pas avoir de messages communs interprétés de la même manière, il y a incompréhension, il y a mauvaise communication. Il faut généralement, pour une communication idéale, il faut que l'émetteur et le récepteur puissent se rencontrer au niveau du code, partager le code commun. Alors, comment voulez-vous expliquer des concepts abstraits dans une langue que je ne maîtrise pas et vouloir que ces concepts deviennent soient bien, efficacement intégrés dans ma vie de tous les jours? Je ne reviendrai pas, ou on pourra peut-être en parler plus tard, sur des problèmes qui sont souvent évoqués lorsqu'on dit que l'école dans tel ou tel pays a des problèmes. Pourquoi? Parce que les connaissances sont transmises dans une langue que l'enfant ne maîtrise pas. Ou alors,
l'enfant semble maîtriser la langue, mais les concepts enseignés ne correspondent pas à quelque chose de tangible qui a du sens dans la vie de tous les jours de l'enfant. C'est un autre problème relié à ces politiques linguistiques dans l'enseignement. Même chose avec les médias, peut-être qu'on pourra faire le lien avec ce qui a été dit tout à l'heure avec les mèmes et la télévision numérique. Mais parlons de la globalisation. On a bien sûr accès aux nouvelles technologies, mais on a aussi prédominance de certaines langues qui s'imposent et qui en même temps ne permettent plus aux autres langues de s'exprimer. Même si on a les technologies de l'information, de la technologie en Afrique, on a des téléphones cellulaires, c'est en Afrique qu'on a probablement expérimenté ces technologies de transfert d'argent par téléphone. Ça ne se fait pas souvent dans beaucoup de pays. Enfin, ça a commencé, je crois, beaucoup plus en Afrique. C'est en Afrique qu'on a ajouté, c'est à partir des langues africaines qu'on a ajouté à la liste des symboles de l'alphabet phonétique international de nouveaux signes. Les langues comme le Kiswahili ou le Yoruba sont très présentes sur Wikipédia. On a de grands projets comme le projet Kamusi, le dictionnaire en Kiswahili, qui maintenant intègre 9 langues africaines. On a beaucoup de projets, surtout sur les langues bantoues. On a beaucoup de langues africaines sur le web. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce que, en même temps que ces langues sont présentes dans les nouvelles technologies, en même temps que les nouvelles technologies de l'information et des communications sont appliquées aux langues africaines, en même temps que ces technologies nous permettent de décrire beaucoup plus les langues qui n'étaient pas décrites, parce qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas encore décrites jusqu'à présent, un tiers des langues du monde non décrites et qui se trouvent sur le continent africain. Les langues africaines, les technologies des communications de l'information nous permettent aussi de partager, c'est à partir de ces technologies que je suis en train de partager avec vous les dangers qui menacent les langues africaines, et c'est aussi à travers ces technologies que j'ai pu obtenir la plupart de mes informations. C'est bien ces technologies nous permettent et permettront probablement de parer à ces dangers qui menacent les langues africaines. Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez regarder, oui, merci bien, ce qui est dit au sujet de l'UNESCO et du projet Terra Lingua sur les langues africaines. C'est tout ce que j'avais à vous dire et je vous remercie.